la présentation vous sera envoyée à la fin avec un rapide questionnaire que je vous remercie par avance de bien vouloir répondre. Et puis, comme je vous le disais, donc vous êtes 37 participants. Si vous pouviez 38, afin qu'on puisse savoir qui sont les gens qui nous suivent, ça nous intéresse. Voilà. Voilà pour les consignes de démarrage. Alors, donc, pourquoi ce webinaire? Tout simplement, je pense que la crise qu'on vient de vivre semble être un moment assez propice pour en tous les cas, se questionner sur comment transformer la société dans la durée et relever les défis environnementaux et sociaux. Mais après, la grande question, c'est comment est-ce qu'on la transforme et surtout quel modèle mettre en œuvre pour pas qu'on soit dans la répétition de l'avant. L'idée en fait de ce webinaire, c'est justement d'analyser cette transformation de la société sous le prisme d'un contrat social qui pourrait nous permettre de redéfinir les liens entre les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens. L'échelle locale semble être un périmètre d'action assez pertinent pour initier cette transformation et surtout qu'il y a des pistes d'action qui sont déjà explorées un peu partout dans le monde et ça, Stéphane nous en parlera dans la deuxième partie. Alors justement, il est temps de vous proposer le sommaire qui suit, à savoir donc, une première partie qui sera animée par Vincent Lassalle de Demos Helsinki autour justement qui s'appellera donc Vers un nouveau contrat social. Puis Stéphane Vincent de la 27e région nous proposera une cartographie du nouveau contrat social. Et enfin, je conclurai en vous proposant quant à moi une résonance en Loire-Atlantique avec 2 témoignages. L'intervention de Daniel Cornet, qui est maire de Pontchâteau, et également l'intervention de Marie Brazeau, qui nous en dira plus sur ce qu'elle met en place dans la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres. Quant à moi, vous l'avez compris, je serai votre animatrice. Vincent, je vous propose de commencer. Peut-être un petit mot sur Demos Helsinki pour débuter. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup Stéphanie et merci à tous d'être là. Du coup, Demos Helsinki, comme le nom l'indique, c'est comme le pour le salut, est un cabinet, un think tank et un cabinet de conseil finlandais. J'en suis le responsable France. Nous travaillons en fait sur la transformation sociétale de façon assez large. Je n'avais pas forcément dans le détail ici d'expliquer nos approches, mais on travaille aussi bien pour le secteur privé que les États, les collectivités territoriales, des grosses ONG. Voilà. La question en fait du contrat social est une question qu'on a visitée déjà en fait depuis un certain temps, puisqu'on a accompagné le gouvernement finlandais pour la présidence de la Finlande au niveau européen l'année dernière. Et donc, on a utilisé cet outil comme moyen de repenser un petit peu leur rôle. Et c'est un outil qui nous apparaît très pertinent ou qui nous paraît très pertinent dans la crise qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, je vais prendre 20 minutes pour un petit peu donner un tour d'horizon, comme le mentionnait Stéphanie, sur un petit peu pourquoi, déjà qu'est-ce que c'est que cet outil et pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est opportun en ce moment sur la crise qu'on est en train de vivre. Donc, la première en fait, chose qu'on souhaitait voir, c'est est-ce que déjà, donc Stéphanie a mentionné, c'est un moment peut-être propice à la transformation et il y a sûrement des sujets sur lesquels on souhaite changer dans la société. Mais est-ce que c'est pour le cas, est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, parce que certaines crises, là j'ai mis un exemple dans les années 30, permettent d'importantes transformations sociales, mais ce n'est pas le cas de toutes les crises. C'est un exemple de celle de 2008 où il y a eu assez peu de changements en fait au niveau de la société à l'issue de cette crise-là. Donc, ce qu'on a fait avec nos collègues, avec mes collègues, c'est de regarder en fait, d'analyser les différentes crises politiques, sociales, même environnementales des dernières années. Et en fait, on a trouvé qu'il y avait 3 conditions, un petit peu de possibilités à ce qu'une crise engendre un changement au niveau de la société. La première condition, c'est que la crise suit une période de troubles sociaux et de tensions croissantes. Et pour le coup, là, en France, en tout cas, on est plutôt bien placé pour savoir que c'est le cas.
La deuxième condition, c'est que la crise nécessite un apport massif de ressources pour la surmonter. Et de nouveau, et là, c'est pas pour le coup que la France du tout, mais ça a été de nouveau le cas. La condition est totalement réelle. Et la troisième condition, c'est que la crise rend visible des tensions sociales sous-jacentes. De nouveau, c'est le cas en ce moment. C'est peut-être le point le plus pas forcément contentieux, mais intéressant à regarder, puisqu'on peut se dire que oui, comme je le montre là avec une banderole pour les infirmières ou le soutien aux soignants qu'on a eu énormément pendant le confinement. Je ne sais pas pour la Loire-Atlantique, mais en tout cas, est-ce que les applaudissements continuent à 20h le soir? Et on peut se poser des questions sur le taux d'abstention au deuxième tour des municipales. Elle a rendu visible ces tensions sociales. La question, c'est est-ce que ça le fera dans le temps? Et donc, il y a sûrement quelque chose dans la temporalité des transformations, mais j'y reviendrai. En tout cas, on est sur une crise qui devrait en fait permettre une transformation sociale. Et du coup, l'outil qui nous semble assez intéressant pour traiter cette sortie de crise, c'est celui du contrat social. Alors, pour ceux qui n'ont pas relu leur Rousseau pour cette présentation, je rappelle rapidement ce que c'est que le contrat social. C'est le contrat tripartite qui nous lie entre les pouvoirs publics, le peuple, et les entreprises, le secteur privé. Et en fait, le contrat qu'on hérite du 19e et du 20e siècle est comme suit. Donc, en fait, entre le pouvoir public et le peuple, on paye les impôts contre une sécurité sociale, ce qui garantit un certain filet de sécurité et un bien-être à la population. On offre en tant que salarié, notre travail contre un salaire pour de l'emploi durable, normalement, dans le modèle du XXe siècle. Et les entreprises payent aussi des impôts contre un investissement public qui se traduit dans un cadre propice à l'activité économique et commerciale via un système de justice qui fonctionne, un système éducatif qui fonctionne. Voilà le modèle du contrat social qu'on hérite du XXe siècle et qui encore fonctionne aujourd'hui. Toutefois, ce qu'on constate, c'est que ce modèle est assez chahuté et assez challengé depuis un certain nombre d'années. Donc ici, je vous montre juste deux exemples de ça, mais la confiance, en gros, qu'ont les populations, et ce, de façon à peu près dans tous les pays, mais c'est en particulier vrai dans le vieux continent qu'est le nôtre en Europe, il y a une baisse de la confiance dans notre système actuel et sur des aspects de démocratie et aussi sur notre avenir, ce qui sera meilleur que celui de nos parents et ce genre de choses. Donc, en fait, il y a un appel à une transformation qui est aussi assez clair dans les derniers mois et les dernières années. Ce que je vous propose, en fait, assez rapidement dans les 15 minutes qui restent, c'est de balayer un petit peu chacun des côtés de ce triangle en illustrant un certain nombre de tensions. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais c'est ce qui nous paraît être des tensions ou des questions de société qui sont posées en ce moment avec la crise et où on peut apporter un regard différent ou faire des choix, en tout cas, de société là-dessus. Et en plus, comme je le mentionnais, c'est un travail sur lequel nous, on a travaillé depuis 2-3 ans à élaborer dessus. Excusez-moi, je m'entends en écho ou alors j'espère que la qualité sonore fonctionne pour vous. J'essaierai de aussi donner un cas rapide d'application. Est-ce que quelqu'un a son micro peut-être ouvert, ce qui fait un Larsen? C'était possible. Voilà, merci. Je crois que quelqu'un a coupé son micro. Merci beaucoup. Je vais couper les micros de chacun, effectivement. Merci beaucoup. Donc, comme je mentionnais, j'essaierai de donner aussi un cas d'application, en fait, pour donner un peu une illustration de comment est-ce qu'on a pu décliner opérationnellement ce genre de réflexion dans les 2 dernières années. Et j'ai volontairement pris un exemple à chaque fois en Finlande, juste pour donner un autre point de vue, sachant qu'on travaille dans des douzaines de pays dans le monde, mais voilà, c'est juste pour donner un autre point de vue à la question. Donc, si je commence par le lien marché et État sur ce contrat social.
la première tension sur laquelle je voudrais passer une minute, c'est celui du pilotage économique. On voit que comme dans beaucoup de crises, ou quasiment dans toutes les crises, le rôle du pouvoir public et de l'État en particulier, mais même au niveau local, prend une importance beaucoup plus forte, ce qui est assez logique. Et la question, c'est que est-ce qu'on souhaite avoir une relance économique, je dirais, avec des objectifs court terme, de remettre sur les rails l'économie, ou est-ce qu'on souhaite profiter de ce levier d'action accru pour en fait avoir une politique industrielle, une politique commerciale, une politique économique plus proactive avec des objets de transformation long terme. Vous pouvez penser à un Green New Deal européen. Voilà, c'est une véritable question qui se pose aujourd'hui avec le rôle que peut prendre les pouvoirs publics sur l'économie. La deuxième tension que je voudrais mentionner, c'est celle de la gouvernance en fait, des plateformes numériques. En fait, les plateformes numériques, je fais un tout petit aparté là-dessus, sont extrêmement efficaces pour résoudre à l'heure actuelle les problèmes individuels des gens, mais assez peu les problèmes collectifs. Donc, juste pour une illustration, mais on pourrait utiliser n'importe quelle plateforme pour cela. Si je prends Airbnb, ça résout bien mon problème d'avoir un appartement vide quand je vais partir en vacances et de vouloir en fait qu'il soit utilisé et que ça me rapporte de l'argent. Mais pour autant, ça n'aide pas du tout l'accès à un logement et même ça augmente les prix de loyer dans certains endroits très prisés de nos villes. Et donc, ça a un problème en fait collectif plus grand. Ça accroît un problème dans les endroits où il y a une difficulté d'accès au logement, bien même si ça répond à mon problème individuel. Et du coup, la question devient est-ce qu'on souhaite, dans ce lien marché et pouvoir public, comment souhaite-t-on gouverner en fait ces plateformes? Est-ce que on souhaite les mettre en fait de garder des plateformes numériques qui sont vraiment du domaine du privé et qui jouent un rôle assez faible dans les politiques publiques, dans la vie, dans l'intérêt public, ou alors de utiliser ces plateformes numériques peut-être comme un moyen de distribution ou pour donner les services de l'État, ou même de plus les réglementer en tant qu'État, ou de auto-réglementer les plateformes numériques. Il y a un vrai sujet et on voit aussi ces questions-là qui ont été posées pendant le Covid avec des applications comme Stop Covid et ce genre de choses qui sont en fait des modèles de plateformes numériques qui ont un but, un intérêt public, mais où il y a eu beaucoup de discussions avec des acteurs du privé, Google et Apple. Je n'irai pas dans ça tout de suite, mais c'est une véritable question qui se pose aujourd'hui. La troisième tension sur laquelle je voudrais m'attarder 2 secondes sur ce lien marché-État, c'est celui du localisme ou du globalisme. En gros, on a vu un retour local assez fort dans les derniers mois pendant la crise, de vouloir en fait avoir des chaînes de valeur beaucoup plus locales, mais on peut se demander aussi s'il ne devrait pas avoir des chaînes mondiales de les maintenir pour avoir en fait des systèmes de redondance, pour avoir des tampons économiques pour en fait augmenter la résilience de notre système. Les deux sont possibles et on voit que c'est un choix qui se porte à nous aujourd'hui. Si je prends un exemple, parce que là j'ai monté 3 tensions et j'ai plutôt pris le point de vue du pouvoir public sur quel rôle il pourrait jouer dans ce nouveau contrat social, mais bien sûr l'entreprise a un rôle également. Donc, je vais vous prendre un cas en Finlande, donc une entreprise pour laquelle nous avons travaillé qui s'appelle Ylva, qui, entre autres, a des chaînes de restaurants. Et le but de Ylva a été de devenir progressivement ce qu'on appelle un corporate activist ou un activiste entreprise. L'idée, ça a été que dans leur restaurant, ils ont arrêté de vendre de la viande. Ils l'ont fait à un moment très spécifique dans l'année dernière, pour en fait amener dans le débat social la question de l'agroalimentaire et la question de la viande dans l'agroalimentaire finlandais. Ça a été tout à fait orchestré avec l'entreprise elle-même qui a un rôle du coup dans le débat public et qui joue le rôle d'amener une certaine vision de la société. Et on voit bien en fait que c'est un rôle qui est tout à fait différent, je dirais, de la vision traditionnelle que j'ai décrite précédemment du contrat social qu'on hérite du XXe siècle. Donc j'ai pris du temps sur 3 tensions plutôt du côté public, mais il y a bien sûr des choses à faire du côté privé également. En gros,
La vraie question dans les prochains mois, c'est est-ce que le rôle économique de l'État ou du pouvoir public, au niveau local aussi, qui semble s'accroître, est-ce qu'une utilisation spécifique sera faite pour accroître une transformation sociétale ou est-ce qu'on souhaite revenir le plus rapidement possible à une situation qu'on connaît? Si je prends maintenant le côté entreprise et peuple, ou du coup salarié dans ce sens-là, il y a en fait, on a changé assez fondamentalement dans les derniers mois notre manière d'interagir en tant que salarié ou en tant qu'employé avec les entreprises et aussi en tant que consommateur. La première chose, c'est est-ce que les modèles de consommation qu'on a changés les derniers mois, donc vont perdurer ou pas à l'avenir. En gros, il y a des choix qu'on peut faire entre la commodité ou l'efficacité de certains systèmes, de l'e-commerce qu'on a beaucoup utilisé en fait les derniers mois pour compenser de la capacité parce qu'on pouvait tout simplement pas sortir, ou alors, c'est pas forcément un ou si clair, mais de plutôt privilégier pas forcément la simplicité d'accès et l'efficacité de grands systèmes logistiques, mais un certain nombre de valeurs de consommation basées sur, ça peut être l'hyperlocalisme ou d'autres valeurs sociétales comme un droit social des personnes, des employés ou des entreprises sur lesquelles on veut, qui a été aussi le cas dans le choix des consommateurs les derniers mois, pour ceux qui le pouvaient, de focaliser là-dessus. Le deuxième aspect qui a énormément changé, c'est le travail. Donc, il y a énormément de choses sur comment est-ce qu'on travaille différemment aujourd'hui, le fait que ce webinaire soit en ligne. Mais ce sur quoi je voudrais m'attarder, c'est plutôt le fait d'avoir ou pas, de façon un peu plus systémique, un aspect de chômage structurel ou pas dans notre relation au travail ou dans l'économie. En gros, aujourd'hui, on a un chômage structurel en France, en tout cas, de à peu près 8,5%, et ce depuis des années. C'est une manière d'avoir un tampon dans l'économie et de l'ajuster, mais ce n'est pas la seule manière qu'on peut avoir de voir la relation au travail. On peut aussi avoir d'autres modèles fondés sur l'apprentissage tout au long de la vie, qui en fait pourrait être un moyen, par exemple, de repenser la manière de voir une carrière, de voir son rôle dans une entreprise et en fait sa contribution à la société, pas que via un travail, mais aussi via un apprentissage vraiment continu et un re-questionnement de son rôle dans la société, son rôle productif dans la société. Pour illustrer ce dernier propos qui est peut-être un petit peu conceptuel, on a accompagné, donc l'année dernière, on a travaillé avec Google, donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, et SAC, qui pour le coup, personne ne connaîtra ici, qui est la plus grande fédération syndicale finlandaise, qui représente à elle seule un tiers de la population active de la Finlande. Et on a travaillé en fait la question de justement, ça ressemblerait à quoi un apprentissage continu tout au long de la vie, aussi bien sur l'accès à l'emploi, sur les formations dans les entreprises, des formations hors entreprise, l'aide que l'État devrait, l'aide État, région, ville, devrait amener à la population active. Et les résultats de ces travaux ont été présentés au Parlement en fin de l'année dernière. Ils n'ont pas été encore utilisés puisque le Covid est arrivé, mais ils sont en train d'être utilisés dans les plans de relance qui existent à l'issue. Donc, la grande en fait, incertitude qu'il y a sur ce lien entre entreprise et peuple ou salariés, c'est est-ce que nos manières de changer radicalement le travail, la consommation qu'on a dans les derniers mois, est-ce que ça va perdurer ou est-ce que on va revenir potentiellement à quelque chose de plus reconnaissable pré-Covid. Enfin, le troisième côté de ce triangle, le lien État et citoyen, je voudrais m'attarder sur aussi deux tensions ou deux choix qui se posent à nous aujourd'hui. Le premier concerne en fait la gouvernance. On voit que un rôle traditionnel de l'État ou du pouvoir public de façon générale, de nouveau j'utilise beaucoup le mot État, mais tout ceci se décline au niveau local également, c'est un rôle de stabilité dans la société, un rôle de confiance. J'ai mentionné tout à l'heure et j'ai donné des statistiques sur la perte de confiance progressive dans nos administrations, dans nos autorités, mais pour reconquérir ou stabiliser cette confiance, une approche très classique, c'est en fait l'immutabilité d'un État, d'un pouvoir fort, d'un pouvoir public qui est là et qui répond en fait à la crise. Donc c'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de pays. On peut se questionner que c'est peut-être pas le seul choix. C'est aussi que le gouvernement prenne en fait un nouveau rôle de gouvernance
qui ne serait pas un rôle de stabilité, mais un rôle de transformation, où en fait la légitimité du pouvoir public viendrait de sa capacité à mener, à diriger la transformation sociétale, et non pas en fait d'incarner ces institutions dans la durée. C'est un choix en fait qui se pose aussi à nous aujourd'hui. Je donnerai un exemple là-dessus à la fin. La deuxième tendance ou tension que je voudrais regarder, c'est celle de l'universalisme, dont l'aspect peut-être le plus commun ou connu est le revenu universel, mais il y a d'autres aspects en fait dans la notion d'universalisme. Il y a des biens communs universels, il y a toute l'économie des communs, la notion des tiers-lieux, et je sais que Stéphane Vincent reviendra sur certains exemples par la suite. Mais si vous voyez aujourd'hui le revenu universel en Espagne qui est vu comme une solution à la crise, la question de l'universalisme se pose bien en fait dans cette crise-là. Et la tension qui existe, c'est est-ce qu'on voit cette notion d'universalisme que comme un moyen de distribuer les services de l'État. Donc en fait, c'est un changement, je dirais, pratique de la distribution de ce lien entre le citoyen et l'État. Ou est-ce que c'est plus fondamental que ça? C'est considéré comme un principe général, un mélange en fait de politiques publiques différentes, qui en fait qui a pour but de renforcer une cohésion et la résilience et la confiance en fait en l'État, qui en fait est une transformation beaucoup plus conséquente à ce moment-là. Sur donc j'ai mentionné un peu avant de dire que je vais donner un exemple. Donc un des éléments sur le revenu universel, justement, qui a été testé dans les années 2017 et 2018 en Finlande, dans le cadre d'un mécanisme d'expérimentation de politique publique que Demos a aidé à construire, mais ça peu importe à vrai dire. La question, c'est que ça a donné pendant 2 ans au pays en Finlande, par rapport à l'Espagne qui, elle, réagit à la crise en le mettant en place ici. Ça a donné en Finlande 2 ans pour pouvoir discuter de ce sujet. Et en fait, on s'est rendu compte que, outre les résultats sur l'expérimentation elle-même, ce qui a été assez intéressant, c'est que cela a contribué à une augmentation de la confiance du peuple en son État en Finlande, ce qui est un des rares pays européens où la tendance est un petit peu inversée dans les dernières années. Et donc c'est pour ça qu'on le mentionne, qui en fait voit un État qui est capable de choses radicales, mais sans le faire à des moments subis, et qui en fait a un mécanisme pour transformer. Et c'est cette notion, pour illustrer un petit peu la première tension que je montrais, de dire est-ce que le rôle d'un État aujourd'hui, sa légitimité, sa stabilité, cette confiance avec le peuple, ne viendrait-elle pas en fait d'une capacité de transformation et non d'une capacité de stabilité. Voilà. En fait, la grande question qui se pose à travers et qui se posait en fait avant le Covid, mais qui se pose en revoyant ce contrat social à l'issue de la crise, c'est est-ce que les pouvoirs publics en fait doivent mettre à jour ou non leurs promesses aux citoyens pour en fait maintenir une confiance sociale, une cohésion sociale. Voilà. Là, je vais finir là-dessus et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Tout ça pour dire que, en fait, on a une opportunité dans les prochains mois, dans peut-être les 2 prochaines années, et comme je le mentionnais avec l'exemple des municipales qui serait complexe à analyser, mais c'est probablement en ce moment qu'un certain nombre de choses se jouent. On a une possibilité de réelle transformation sociale et il y a un certain nombre de tensions qui se montrent à nous, qui sont explicites et sur lesquelles, en fait, on peut agir aujourd'hui et on peut agir de façon, en fait, concertée et de façon locale. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Allô? Oui, merci Vincent pour cette présentation. Alors, si je prends un petit peu, il y a eu assez peu de réactions. Alors, j'en vois une arrivée. Il y a Madame Nemri qui nous dit « La question démocratique n'est jamais évoquée ». Pourquoi? Même si elle est sous-jacente dans votre propos. Peut-être vous pouvez nous éclairer. Le contrat social qu'on hérite du XXe siècle n'est pas spécifique forcément. Il peut fonctionner dans des non-démocraties. Vous avez un contrat social qui est légèrement différent dans
une Chine populaire ou dans une Russie soviétique. Mais c'est vrai que dans la manière, depuis la fin des années 80, dont il est généralisé dans les 30 dernières années, la démocratie en fait partie. Mais c'est pas, en fait, ce n'est pas une garantie, comme la démocratie ne l'est jamais, en fait. Et donc, c'est quelque chose il est sous-jacent, en fait, dans mes propos quand je parle de la confiance sociétale dans son État ou dans les pouvoirs publics. Mais c'est une véritable question de savoir si on souhaite ou non garder une démocratie. Comme je le montrais précédemment, énormément de personnes, et particulièrement chez les jeunes, la question de dire qu'une démocratie est vitale à notre société n'est plus si partagée que ça, ce qui est un point en fait assez intéressant, serait un mot très neutre. Mais c'est une véritable question. Effectivement. Monsieur François-Xavier Lamotte nous dit « La remise en question des promesses sociales s'oppose aux promesses électorales ». Dans quel sens? François-Xavier, si tu peux prendre peut-être ton micro et nous éclairer sur ton point rapidement. Bonjour Vincent. Bonjour. La question de remise en cause effectivement des promesses sociales, ça vient perturber l'électorat qui a choisi des gouverneurs, des gouvernants avec un programme électoral. Et la remise en cause de ces promesses sociales vient aussi remettre en cause tout ce qui a été choisi par les électeurs au moment du vote. Alors, oui, alors ok, je comprends mieux le point. Pour moi, c'est plus une question, mais ça vient dans le modèle de gouvernance, en fait, de savoir, et on ne l'a pas explicité là, mais je donnerai un exemple. J'irai dans le détail de l'exemple que j'ai mentionné avec le revenu universel en Finlande, si vous voulez, pour illustrer. Il y a en effet la question de savoir si le calendrier électoral ou le calendrier politique en fait d'un pays se superpose bien au changement de la société. On le voit en fait dans les derniers mois ou dernières années qu'il y a des impacts forts et que c'est pas forcément évident de juste décliner un plan électoral. Et ça fait longtemps qu'on le sait. Du coup, en fait, ce qui est assez intéressant, si je reprends mon exemple de mécanisme d'expérimentation en Finlande de politique publique, ce qu'on voit, donc ça a été mis en place en fin 2016. Il y a eu des élections nationales pour le coup en Finlande l'année dernière, en juin. Et si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver encore aujourd'hui, je pense, sur le site du Premier ministère en Finlande. Il y a le programme du nouveau gouvernement, comme ça se fait à chaque fois. Donc vous avez 70 pages en finnois et en anglais. C'est la partie anglaise, je pense, parlera plus aux gens. Et la première page commence par voilà 5 promesses que ce nouveau gouvernement fait à son peuple. La première, c'est il est évident que nous, en tant qu'élus, et votre gouvernement que vous avez élu, nous n'avons pas réponse à tout. Et donc, nous allons avancer dans notre politique en utilisant l'expérimentation et une approche en fait terrain pour pouvoir guider l'application de nos politiques, bien que cela suive les valeurs fondamentales que nous avons mis en tant que dans l'électorat. Je paraphrase, mais en gros, c'est ça l'idée. Et donc, c'est une approche un petit peu différente. Ça là change en fait la relation au temps et au temps électoral. C'est plus une conversation continue que juste une déclinaison opérationnelle qui prend en compte les changements assez fréquents et imprévisibles de la société et du monde complexe dans lequel on vit. Je ne dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire. Hein. Je dis juste que c'est dans les choix, il y a en effet une implication sur les temps électoraux et la manière de voir ces moments-là. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour votre intervention. Je vais maintenant laisser la parole à Stéphane Vincent. Stéphane Vincent, qui est le délégué général de la 27e région. Stéphane, je vous laisse prendre la main et partager votre écran. Vous voyez qu'il y a des réactions qui ne suscitent pas forcément des questions, des réponses dans
dans le chat, donc n'hésitez pas à suivre parallèlement la conversation. Je vous invite juste à réagir petit à petit pendant la présentation de Stéphane Vincent pour que moi, je puisse un peu être votre porte-parole à l'issue de sa présentation où il y aura un petit temps d'échange à la fin. Stéphane, je vous laisse la main. Merci. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, très bien, pardon. Très bien. Vous voyez mes slides? Également. Super. Donc rapidement, moi je suis fondateur et délégué général d'une association qui s'appelle la 27e Région, qui depuis 12 ans, pour l'essentiel, mène un travail de recherche-action. C'est-à-dire que notre activité essentielle, c'est de monter des programmes de recherche et de terrain visant à comprendre comment transformer l'action publique. Et de temps en temps, on est un peu aussi think tank, surtout quand on voit les travaux de structures comme Demos Helsinki, qu'on trouve très inspirants. Et quand on a assisté la première fois au travail de Vincent et de ses collègues, on s'est dit que ce serait intéressant d'abord peut-être de poursuivre cette quête du nouveau contrat social à partir des tensions qu'il a exprimées et de faire plusieurs hypothèses. Alors, en gros, donc je vous invite à attacher vos ceintures. On va essayer de cheminer et de faire la chose suivante. Nous, on fait l'hypothèse que les pouvoirs locaux, partout dans le monde, essayent d'apporter depuis des années des réponses aux questions que pose Vincent dans sa présentation et ont essayé de produire des mouvements, des dynamiques dans toutes ces directions. Donc, si je reprends les directions dont Vincent nous a parlé des tensions posées entre pouvoir public et entreprises, qui touchent beaucoup à des problèmes de régulation économique et en ce moment beaucoup des GAFA, du rôle que jouent les plateformes dans nos villes, par exemple. Il nous a parlé des tensions entre entreprises et citoyens, touchant au marché du travail et à la consommation. Il nous a parlé entre pouvoir public et citoyens des questions de gouvernance et d'universalisme. Nous, on a fait l'hypothèse donc qu'il y avait pas mal de mouvements qui existaient et que peut-être qu'on ne partait pas de rien. Donc des mouvements portés par des pouvoirs locaux et des communautés locales. Alors évidemment, l'enjeu, c'est de regarder pas simplement en France, mais en Europe, en Asie, aux États-Unis. C'est ce qui nous a intéressés. Et puis d'essayer d'aller à la quête d'un contrat social qui mêlerait justice sociale, écologie, et puis pour la personne tout à l'heure, peut-être une meilleure qualité démocratique, on va dire. Et donc la carte que je vais vous présenter, c'est une tentative non aboutie. C'est une expérience, on va dire qu'on tâtonne, mais elle est quand même le fruit de du travail qu'on a pu faire dans nos programmes. On mène un programme européen en ce moment où on a l'occasion de voir ce qui s'est passé dans des villes qui ont rebondi après les crises minières, financières de 2008 ou en Grèce, par exemple. Donc voilà, on a un peu une capacité d'observation européenne et internationale. Mais vous verrez aussi qu'il y a des mouvements que je n'ai pas indiqués. Par exemple, vous ne trouverez rien sur les smart cities. Je me suis fait la réflexion en regardant ça tout à l'heure, parce que les smart cities, c'est un mouvement qui est trop… il est à géométrie variable. Il n'est pas toujours désirable. Il ne combine pas toujours, loin s'en faut, justice sociale et écologie. C'est quand même souvent le fruit des marchés, des équipementiers, etc. Donc, on ne l'a pas mis. Mais en voyant la carte, vous aurez sûrement des idées pour la compléter de mouvements. Donc, voilà, prenez-la comme une tentative. Alors là, voilà cette carte. Elle regroupe une quinzaine de constellations et je vais essayer de vous les présenter, peut-être pas toutes en détail. Je vais m'arrêter sur quelques-unes un peu plus longuement, mais je vais quand même essayer de vous faire voyager à l'intérieur de ces différentes constellations. D'abord, si on s'attache au côté relation entre pouvoir public et citoyen, c'est peut-être le côté où on a le plus de choses, ou en tout cas nous on en a repéré le plus. Je vais les citer sans ordre de préférence, mais depuis 20 ans, par exemple, il y a ce qu'on appelle les laboratoires d'innovation publique, les laboratoires d'innovation sociale. C'est un courant qui est né il y a une vingtaine d'années au Danemark, aux États-Unis, mais aussi en Espagne, en Asie. De plus en plus de collectivités se sont dotées
ont réalisé qu'elles étaient trop déconnectées de leurs usagers, qu'elles avaient besoin de leur fonction de recherche utilisateur, de R&D. Je sais que vous en avez une en Loire-Atlantique. Il y a une mission innovation au sein du département qui s'occupe de ces choses-là. Il y a le TILAB à Rennes. Le MindLab, c'était un gros projet qu'avait lancé le Danemark. Il y a des formes un peu, des nuances, par exemple les villages du futur en Hiverné-Morvan, mais c'est l'arrivée de la sociologie, du design, du prototypage, de la recherche, action dans les collectivités. Donc ça, c'est un mouvement international. Ça va de New York à New Delhi, en passant par des très petites collectivités du monde entier. Deuxième courant, c'est, on l'appelle nous, gouvernement ouvert, et il est incarné par notamment ce qui s'appelle l'Open Government Partnership, qui a été lancé sous la présidence Obama il y a quelques années déjà, mais qui était l'idée d'un idéal d'innovation dans les gouvernements, dans les gouvernances, de faire entrer les citoyens dans les gouvernements, de créer plus de transparence, de travailler aussi contre la corruption. Donc c'est un ensemble de chartes, c'est une centaine de pays et aussi de villes aujourd'hui qui sont dans ce réseau. Nous, on y a mis aussi les conventions citoyennes. Alors, je dis les conventions citoyennes parce qu'on connaît tous maintenant la convention citoyenne pour le climat, mais elle est en train de faire des petits. La région Occitanie vient d'annoncer qu'elle lancerait une version régionale de la convention citoyenne. J'ai cité aussi la charte anticorps à Limoges. Limoges, dans sa dernière mandature, s'était engagé à ce qu'il y ait une cellule de veille anticorruption au sein de la municipalité. Donc voilà, tout ça pour nous, c'est le mouvement de ce qu'on appelle l'open governance ou le gouvernement ouvert. Un peu moins connu peut-être, c'est les villes ou les collectivités dotées de stratégies de résilience, ils les appellent comme ça, et notamment incarnées par la Fondation Rockefeller qui avait soutenu une centaine de villes, dont Paris. Paris a une stratégie de résilience, elle a été publiée en printemps dernier ou l'année d'avant, je crois. C'est 150 mesures qui visent à, par exemple, créer des pics de fraîcheur, des pôles de fraîcheur dans les écoles lors des pics de chaleur. Alors, bon, ils ont un problème, c'est qu'ils n'avaient pas vu la pandémie comme priorité, ils ont plutôt vu les inondations, les attentats, mais enfin, ils sont en train de la remettre à jour. Et en tout cas, ils ont une vision assez complète de comment rendre une ville résiliente. Hambourg aussi avait une stratégie de résilience sur l'accueil de migrants. Ils avaient dû ils avaient travaillé sur la question de la résilience avec l'arrivée des migrants. Donc ça, et sans doute qu'on va parler de plus en plus des stratégies de résilience des villes. Plus familier, c'est l'ensemble du mouvement des villes en transition. La légende dit que c'est né et c'est vrai, c'est né à Totnes, un village, une petite ville anglaise, mais Le Sangoël dans les Hauts-de-France est aussi un projet assez connu qui vient de faire l'objet d'un rapport de l'ADEME qui commence à expliquer en fait les mécanismes des villes en transition, quel est le type de management qu'il faut pour y arriver, quel est le récit, comment doit travailler le maire. Enfin, tout ça commence à être très documenté. Peut-être depuis quelques années, on commence à parler du municipalisme. Alors peut-être pour s'arrêter un instant sur le municipalisme, le mouvement municipaliste, c'est, je lis soigneusement ma définition, c'est expérimenter un système politique reposant sur la décentralisation du pouvoir autour de l'unité de base de la commune. Donc c'est une doctrine, entre guillemets, qui croit un peu moins à la capacité des États-nations à traiter les grands problèmes et qui pense que le niveau municipal, le niveau local est le bon niveau, qui doit se réapproprier les enjeux. C'est aussi très fortement une réappropriation du fait communal par les habitants. Donc les mouvements qui incarnent ça, c'est la maire de Barcelone qui a été élue et réélue à partir de ces principes et qui a lancé un mouvement qui s'appelle les Fearless Cities, les villes sans peur. Donc l'enjeu, c'est vraiment recréer du commun, de la citoyenneté, lutter contre les multinationales qui sortent la richesse de la ville. C'est aussi le mouvement des listes
des listes citoyennes aux dernières élections. Il y a eu 400 listes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai vérifié avant la présentation, je crois que 66 ont été élus sur la totalité ou sont dans des groupements qui ont rejoint des majorités et qui ont été élus. Donc voilà, les listes citoyennes, ce sont des noms, ce sont des citoyens. Alors c'est plus compliqué que ça, la réalité est plus compliquée que ça, mais ce sont quand même le principe, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas qui ne sont pas des professionnels de la politique, ce sont des habitants qui veulent s'impliquer dans la vie de leur collectivité et qui créent des listes autour de principes. J'ai cité Action Commune sur ce slide parce qu'Action Commune est ce programme de formation qui a, pendant tout le temps qui précédait les élections, formé ces listes justement à une nouvelle démocratie, à des nouvelles formes d'engagement. Donc voilà, c'est un phénomène intéressant de ces dernières années. Autre constellation, toujours sur pouvoir public et citoyen, c'est ce qu'on appelle les communs. Alors, les communs, je ne vais pas revenir sur la définition des communs, mais ce qu'on note depuis très longtemps, enfin, les communs, c'est une vieille histoire. Et ce qu'on note depuis quelque temps, c'est que d'abord, il y a une résurgence des communs. La ville de Bologne, par exemple, a une tradition des communs. On parle des pactes de Bologne. Les pactes de Bologne, ce sont des contrats passés entre la municipalité et des habitants ou des groupes d'habitants pour gouverner. Quelqu'un a ouvert son micro, est-ce qu'on peut le fermer? Merci. C'est donc 500 pactes qui ont été passés à Bologne, donc il y a une histoire assez longue de ces questions-là. C'est le mouvement Co-Cities qui est basé entre Italie et États-Unis, qui considère que la ville est un commun qui devrait être mieux partagé, donc qui veut proposer des nouvelles formes de gouvernance. Bon, je reviendrai s'il y a des questions sur les communs, parce que c'est un truc assez compliqué et à tiroir, mais c'est en train de… Nous, on mène un programme en ce moment, Erasmus, pour aller voir des projets de communs en Grèce, en Angleterre, etc. Il y a des choses très intéressantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des nouvelles formes de gouvernance, en tout cas dans les partenariats publics communs, qui associent la collectivité, les pouvoirs publics et les habitants. Je ne ferai pas trop long sur l'universalité des droits, mais effectivement, il y a, dans les pouvoirs locaux ces derniers temps, il y a eu des expériences au Portugal, en Finlande. Il y a eu cette expérience dont tu as parlé pendant 2 ans, je crois, dont tu as parlé tout à l'heure, Vincent. Donc, on commence à voir des choses autour de ça. Deuxième côté du triangle, et peut-être vous donner quelques exemples là aussi. Nous, on a référencé les politiques zéro déchet parce que c'est un mouvement international porté par des associations, par des coopératives, mais avec la plupart du temps les acteurs publics locaux. Donc, il faut citer Zero Waste, notamment, qui dit qu'un bon déchet est un déchet qu'on ne recycle pas, en fait, qui évite de recycler. On pourrait citer les ressourceries, les Repair Café, etc. Deuxième exemple, c'est les systèmes alimentaires. Alors, on connaît tous les AMAP, mais on commence à avoir des AMAP, on va dire, en réseau et à grande échelle. Donc, par exemple, le GRAP de la région Rhône-Alpes, c'est une centaine de commerces et de producteurs en réseau à l'échelle de la région, avec des mutualisations de moyens. Les nouveaux emplois aidés, avec notamment Territoire zéro chômeur. À Paris, on a un dispositif qui s'appelle Lulu dans ma rue, qui est un système de conciergerie qui permet à des personnes en précarité d'avoir une activité, de proposer des services de proximité. Également, tout le phénomène lié à la démocratie d'entreprise et à l'idée que les salariés peuvent être partie prenante de leur entreprise, donc c'est les SCOP. J'ai cité par exemple Coopérer pour entreprendre, qui est ce réseau de coopératives d'activité et d'emploi à l'échelle de Pays de la Loire, mais ils sont présents dans toute la France. C'est dans une certaine mesure aussi les mouvements
en faveur de l'entreprise libérée, qui vise à horizontaliser les hiérarchies dans les organisations privées, dans les entreprises. Et dernier côté, je ne vois pas avec ma photo, voilà, pouvoir public et entreprise. Et quelques exemples là aussi, tout ce qui tourne autour de la responsabilité sociétale. Et là, on pourrait citer les sociétés à mission qui ont été créées avec la loi Pacte, la redirection écologique, qui est un mouvement nouveau qui vise à aider des industries à se réorienter, à renoncer à des activités au profit de nouvelles. Il y a une chaire qui vient d'être créée à Lyon, si je ne dis pas de bêtises, sur ce sujet, et voilà, qui vise à… Une des principales difficultés, c'est aider des industries à cesser leurs activités pour en inventer de nouvelles. Et donc, c'est une nouvelle discipline. C'est des nouveaux savoir-faire en termes d'ingénierie, de management, etc. C'est autour de la comptabilité, pas mal de choses qui se produisent aussi, ce qu'on appelle notamment la compta care. Et là, je vous ai pris l'exemple de Ferme d'Avenir. La compta care, alors j'ai oublié l'acronyme de care, mais c'est une nouvelle comptabilité. C'est l'idée que la comptabilité actuelle est extractive, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les activités polluantes d'une organisation, elle ne prend pas en compte les externalités positives que peut créer aussi l'organisation, et donc c'est une nouvelle comptabilité. Nous, on s'intéresse à ces sujets, mes collègues ont organisé un webinaire ce matin justement avec Ferme d'Avenir, qui est une des seules structures en France pour l'instant à une bonne échelle qui expérimente ces méthodes. Et vous voyez, il y a la compta thermodynamique, ça je ne me souviens plus exactement ce que c'est. La théorie du donut, c'est tout à fait autre chose. C'est une chercheuse américaine qui a inventé, elle prend comme analogie le donut, vous savez, le biscuit avec un trou au milieu, et elle s'en sert comme métaphore pour expliquer que les villes, notamment, devraient avoir de nouvelles stratégies prenant comme limite les contraintes écologiques et les besoins sociaux les plus prioritaires des individus, et que la stratégie des villes devrait se trouver là-dedans. Amsterdam est en train de travailler sur la stratégie du donut. Donc voilà, c'est des choses qui sont un peu… Donc il y a tout là-dedans, il y a des choses anciennes, des choses plus récentes. Il y a tout ce qui se passe autour de la réappropriation des services collectifs. Les foncières solidaires, par exemple, visent à lutter contre la gentrification et la capacité qu'ont les grands investisseurs à acheter des arrondissements entiers ou des hectares. À Londres, par exemple, les 3/4 des marchés sont entre les mains d'investisseurs chinois et israéliens, américains. Là, les foncières solidaires visent, par exemple, c'est celle de Bruxelles que vous avez en photo, c'est tiré de leur site web. Elles permettent de faire que le terrain, la collectivité, on permet à des personnes d'être propriétaires en décorrélant le prix du terrain du prix de l'immobilier. Et en fait, la collectivité prend en charge le terrain, les gens n'ont à payer que ce qui va être construit. Et donc, ça permet de rendre accessible à des familles modestes la propriété dans des villes. Ça se passe au Brésil, mais en Europe, ça commence à se développer, en région parisienne, à Bruxelles. Voilà, c'est ce qu'on appelle les foncières solidaires. Un point aussi sur la relocalisation économique qui, à notre avis, va être un des sujets forts dans la période qui vient. Il y a pas mal de projets depuis longtemps qui visent, comme Fab City, qui est né à Barcelone, qui est né justement un peu du mouvement municipaliste, à produire une autre ville plus soutenable, plus souveraine, plus circuit court, pour employer cette expression. Et j'avais envie de citer un concept qu'on appelle le Community Wealth Building, qui est né aux États-Unis, dans des villes sinistrées des États-Unis, mais aussi qui a été repris en nord de l'Angleterre, dans des villes qui ont souffert dans les bassins miniers autour de Manchester, etc. Alors, c'est pas facile à traduire, il faudrait appeler ça
construire une richesse communautaire collective. En fait, l'objectif principal, le bilan, en fait, le diagnostic initial dans des villes comme Preston, c'est de dire qu'à Preston, il y a 10 ans, peut-être une livre sur 10 livres d'achat public restait à Preston. Tout le reste allait chez on achetait bio, mais en Chine, on achetait bio à l'étranger. Enfin, les marchés publics ne servaient pas à localiser l'investissement. Un des fondements du Community Wealth Building, c'est de reconstruire un investissement local, donc de travailler de façon très stratégique avec les acheteurs publics de tout le territoire pour que, malgré les contraintes européennes réglementaires, on trouve des façons d'acheter local. Donc le pilier, c'est les marchés publics, mais c'est aussi des accords passés avec les employeurs locaux pour qu'ils recrutent de façon plus sociale, qu'ils payent mieux, qu'ils soient plus solidaires. C'est des accords passés avec la population. À Preston, par exemple, ce projet, cette démarche a émergé le jour où il y avait un gros investisseur qui devait investir dans Preston 750 millions de livres pour rénover un quartier. C'était un investisseur étranger. Et puis ça ne s'est pas fait. Et ça a mis en crise le conseil municipal. C'était des tas d'emplois à la clé, etc. Et ils se sont saisis du Community Wealth Building pour essayer de trouver une solution. Et ils l'ont mis en place. Et aujourd'hui, Preston est une des villes du nord de l'Angleterre dans lequel le taux d'espérance de vie continue à augmenter. Parce que dans tout le reste du nord de l'Angleterre, il stagne ou il baisse. Et grâce à cette politique, ils ont réussi à recréer des services sociaux, de santé, à créer des commerces qui soient moins des franchises et plus des commerces indépendants possédés par les acteurs locaux. J'avais envie de vous montrer, moi je trouve ça, pour moi cette affiche, elle est assez, elle raconte bien le principe du Community Wealth Building. C'est une autre collectivité de la même région qui a une demi-heure, je crois, de Preston, c'est Wigan, qu'on a visité nous il y a 3 mois avant le confinement. En 2011, le maire a fait signer aux habitants, au sens propre et figuré, un contrat dans lequel vous voyez à gauche ce que la collectivité s'engage à faire, donc our part. Si vous traduisez l'anglais, c'est on n'augmentera pas vos impôts, on aidera les communautés à s'entraider, on réduira la bureaucratie et on fera qu'un sou est un sou, on créera des services pour vous et votre famille, etc. Mais il y a aussi l'autre colonne, et on voit le maire qui signe en bas, mais l'autre colonne, c'est votre partie, votre contribution. Et votre contribution, c'est que vous, comme habitant de Wigan, vous vous engagerez à mieux recycler, à bien recycler, vous vous impliquerez dans votre communauté, vous irez sur les sites en ligne autant que possible, vous serez en bonne santé et actif. Vous voyez, là, on est vraiment dans le contrat social. On est dans un nouveau contrat social qui porte carrément la forme d'un contrat. Donc, ça raconte assez bien cette forme de choses. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans ces galaxies. On peut détacher les ceintures. Encore une fois, ça n'est qu'une ébauche. Tous les jours, on nous propose des nouveaux cas, des nouveaux mouvements possibles. On va sortir sans doute une V2 de cette carte d'ici quelques semaines pour la rentrée. Mais voilà, je suis à l'écoute s'il y a des questions. Merci Stéphane. Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Écoutez, non, c'était passionnant. D'ailleurs, ça suscite vraiment des réactions assez vives. Je vous laisserai les lire dans le chat, notamment sur l'universalisme et l'économie de notes. On a une question de Noé Talmoni sur la question des tensions entre pouvoir public et citoyens, où effectivement, les exemples que vous citez sont souvent des métropoles ou des villes, en tous les cas des grandes villes assez urbanisées. Est-ce qu'on peut dire que ces mouvements sont des exclusivités de l'espace urbain ou est-ce qu'il existe en milieu rural des exemples entre pouvoir public et citoyens, sur les tensions entre pouvoir public et citoyens? Ok, je ne répondrai pas de façon scientifique, vous l'avez compris, ce n'est pas un travail scientifique. On pourrait faire une thèse sur cette question et ça le mériterait. Je n'ai pas l'impression, c'est-à-dire que nous, on voit des exemples. Je pense que c'est juste qu'on n'a pas les bons outils, on n'a pas les bonnes loupes, etc. Parce que je pense d'abord, on en voit déjà, on voit plein d'exemples qui sont dans des petites intercommunalités,
des territoires ruraux du Brésil. Donc pour nous, il n'y a pas de déterminisme par rapport à grandes villes, petites, moyennes. On voit des initiatives un peu partout. Probablement qu'il y a des démarches qui sont plus faciles à monter quand vous avez des ingénieries. La différence, c'est évidemment souvent qu'il n'y a ou pas les ingénieries possibles. Mais franchement, on a justement l'impression que c'est plutôt l'ingéniosité et l'engagement aussi, et la recherche d'un idéal. Et ça appartient ni à une grande ni à une petite ville. Donc, je pense que voilà, il faudrait faire une vraie recherche, mais nous, on n'a pas l'impression que ça appartienne. J'ai cité des projets en Pays Nivernais-Morvan, je vois des choses dans le Jura. Non, vraiment, je pense que justement, la bonne nouvelle, c'est peut-être que ça n'est pas propre aux grandes villes. Mais c'est intéressant d'avoir des exemples qui viennent des très grandes villes, des petites, des moyennes, etc. Mais je ne pense pas qu'il y ait de déterminisme. Est-ce qu'il y a Très bien, Stéphane. Merci. On a une autre question qui arrive à l'instant. Avec une bureaucratie et une administration souvent très lourde et compliquée, comment peut-on aider des maires ou des gens qui s'investissent politiquement à faire les choses vite et bien? Ça, c'est une question de méthode. Est-ce que vous avez un éclairage à nous apporter là-dessus? En fait, non, il n'y a pas de réponse miracle. Mais nous, on s'aperçoit de plus en plus que ce qui est déterminant, c'est le partage du pouvoir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleures méthodes du monde, les meilleures ingénieries. S'il n'y a pas de volonté des gens qui exercent la responsabilité, qu'ils soient dans l'administration ou élus, de réaliser qu'en fait, il faut maintenant penser collectif, il faut penser coopération. Donc, si ce contrat-là, puisqu'on parle de contrat, n'est pas préalable, vous n'arriverez à rien. Donc, je pense que ce qu'il faut vraiment arriver à faire, c'est effectivement changer la mentalité du leadership politique, des administrations, pour qu'on apprenne la coopération. Je pense que c'est un peu encore un mot valise, mais après des dizaines d'années de mise en compétition généralisée de tout et tout le monde, de territoires entre eux, on est en train de réaliser que maintenant, il faut coopérer. Et donc, ça va être compliqué parce qu'on n'est pas habitué à ça en vrai. Et la coopération, ce n'est pas béni oui-oui, c'est des négociations difficiles souvent. C'est pas simple en fait. C'est renoncer à des choses et renoncer à du pouvoir. Donc, je pense que si on n'attaque pas les choses par le pouvoir et par le partage du pouvoir, tout le reste est un peu vain. Donc, il n'y a pas de conseil miracle, mais j'ai l'impression que c'est par ce genre de choses que ça démarre. Très bien. J'ai une dernière question, ce sera la dernière, parce qu'après, on va dépasser le timing de Mme Emery qui nous demande, le community weather building ne vient-il pas percuter l'idée du premier intervenant, à savoir de Vincent, qui effectivement nous a alerté sur le circuit court à tout prix au détriment d'une chaîne plus longue avec risque géopolitique? Oui, c'est une bonne question. Oui, oui. C'est une bonne question. Je pense même à Preston et à Wigan, on ne pense pas non plus que tout va se passer à l'échelle locale ou en circuit court. Donc, effectivement, il ne faudrait pas traduire de ce concept que maintenant, tout va se passer à l'échelle locale. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui le pensent, mais je pense que les promoteurs de ces approches pensent plus que le curseur est tellement, en ce moment, du côté de relations internationales. On est tellement dépendant de relations internationales qu'on a besoin d'un peu plus de souveraineté à l'échelle locale. Donc, c'est peut-être en ce moment une question de curseur. Mais effectivement, il ne faudrait pas tomber dans un excès de localisme. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. Et penser qu'on va pouvoir tous redevenir très locaux, oublier les interdépendances. Donc, quand Vincent nous rappelle la supply chain management, les véhicules, etc., ils continueront à être produits de façon internationale, etc. Donc, je ne pense pas que les promoteurs du Wells Community Building peuvent espérer rattraper ou réindustrialiser des fabricants de bagnoles, etc. Mais peut-être quand même qu'il y a de la marge. Et donc, d'une bonne articulation entre une bonne relocalisation locale avec des Green New Deal européens, tout ça va être multi-échelle. Mais donc voilà, il ne faut effectivement pas fétichiser l'idée du localisme comme étant la solution à tout. Je suis absolument d'accord. Très bien. En tous les cas, sachez que cette constellation, vous pourrez la retrouver à la fin du webinaire, on vous l'enverra.
Donc, même s'il y a un petit côté frustrant de ne pas aller au fond de chaque chose, vous pourrez individuellement aller creuser chacune des propositions de la toile. Alors, je vous mets mon écran, puisque de conclure, en tout cas, d'animer cette troisième partie. Dites-moi surtout si vous m'entendez. Oui. C'est bon? C'est mon tour? Non, pas encore. Pas encore. Je vous appellerai Madame Cornet, effectivement. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est pas haché? Allô? Ça l'était, mais ça va mieux. Bon. Donc, je vais essayer. Alors, j'ai pas la prétention de faire un atterrissage de votre constellation, Vincent, au territoire de Loire-Atlantique, mais en tous les cas, on a réfléchi à quelques résonances que peut avoir cette constellation sur le territoire de la Loire-Atlantique. Alors, j'ai la constellation telle que vous la proposiez. Et puis, effectivement, j'ai cité plusieurs exemples. Alors, ce n'est pas tout exhaustif, comme je vous le disais, et donc, vous pourrez le compléter à l'issue par un questionnaire qui vous sera envoyé. Tout d'abord, effectivement, dans les laboratoires d'innovation publique, vous l'aviez cité, on a le labo d'innovation publique du département de Loire-Atlantique qui essaye de proposer des services adaptés aux attentes des habitants, qui tiennent compte des évolutions en général. On a également un autre labo d'innovation publique, l'Étaline, qui est un labo qui a été mis en place par l'État sur le territoire des Pays de la Loire et qui a vocation à accompagner les projets innovants des services de l'État en région. Voilà, concernant les labos d'innovation publique. Alors après, sur l'universalité des droits, là aussi, on a une expérimentation qui va pas tarder à être mise en place sur le territoire de Loire-Atlantique. Donc, l'universalité des droits avec la question du revenu de base qui va être mis en place, donc, qui peut constituer un tremplin en fait vers une meilleure insertion sociale et puis professionnelle, et puis même un levier d'intégration citoyenne avec un vrai pan sur la lutte contre la précarité des plus jeunes notamment, en assurant un revenu qui serait au moins égal au seuil de pauvreté. J'ai vu effectivement votre remarque, Madame Nemery, sur la première partie, sur la question du revenu de base qui viendrait en complément des autres droits qui existent. Effectivement, c'est un point qui peut questionner. Sur les territoires en transition, on va faire un point un petit peu plus tard sur le programme TESS. Le programme TESS qui veut dire, pardon, excusez-moi, le programme TESS que Mike Brazo va nous décrire un peu plus tard, TESS pour transition énergétique et sociétale, où sont impliqués 3 territoires, j'ai envie de dire ligériens, avec le pays de Pouzauges qui est en Vendée, la communauté de communes du pays de Redon qui est à cheval sur l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, et également le territoire d'Erdre-et-Gèvres, dont Marie va nous en parler un peu plus juste après. Sur les villes résilientes, on a le dispositif L'île résiliente, pour l'île de Nantes, qui, en partenariat avec la Samoa, a coécrit donc un manifeste avec les habitants, avec plusieurs points. Alors j'en cite quelques-uns: rendre l'île fertile, réemployer au maximum et réduire l'impact carbone, permettre les usages temporaires, installer une intelligence énergétique. Voilà pour quelques points de ce manifeste. Concernant les partenariats publics communs, on peut en citer un intéressant qui est né vraiment pendant la crise que nous venons de vivre, la crise sanitaire qu'on vient de vivre, le paysage nourricier qui a été mis en place par les services des espaces verts de la ville de Nantes,
et le CCAS pour approvisionner en légumes frais et locaux les habitants qui ont été fragilisés par cette crise. Voilà. J'ai pas je vous dis à tous les passés, il en manque sans doute de très nombreux. Le municipalisme, là aussi on peut citer la Maison du Peuple à Saint-Nazaire, qui effectivement a été un lieu vraiment de débat, notamment pendant la crise des Gilets jaunes en 2019, et qui est resté vraiment un lieu d'échange entre citoyens et pouvoir public. Également, vous le citiez tout à l'heure, Stéphane, les nombreuses listes citoyennes aux élections municipales, elles étaient également nombreuses sur le territoire de la Loire-Atlantique. Concernant les nouveaux emplois aidés, donc vous en parliez, il y a le projet effectivement Territoire zéro chômeur de longue durée, pour lequel la ville de Pontchâteau va bientôt se positionner pour expérimenter ce projet. Je laisserai Danielle Cornet, la maire de Pontchâteau, là aussi, juste après ma présentation, prendre la parole et vous en dire un petit peu. En termes de démocratie d'entreprise, on peut citer des entreprises du territoire assez intéressantes. L'entreprise Delta Meca, qui est une entreprise de 48 salariés qui est spécialisée dans l'usinage et qui a décidé de changer son organisation et qui s'est transformée en SCOP et qui souhaite que ses salariés puissent racheter leur propre entreprise. Donc, ils vont encore plus loin que l'entreprise libérée, telle que le propose l'entreprise Progineuve, qui est une autre entreprise implantée à la Chevrolière et qui est une entreprise d'informatique qui réunit 220 salariés, qui ne connaît pas le turnover et dont, pour illustrer vraiment l'entreprise libérée, le PDG actuel est un ancien stagiaire. Donc, c'est pour dire à quel point ils sont… Alors, politique zéro déchet, j'ai mis etc. parce qu'il y avait trop d'exemples à citer. Et voilà, je vais en citer quelques-uns très rapidement. Les écosolises, effectivement, qui mettent en place une politique zéro déchet. L'atelier du réemploi REZ pour le territoire de Ré, la ressourcerie de Lille, station-service, l'homme debout, Adélis, le ressort, Envie 44, Océan, enfin, il y en a vraiment de très nombreuses sur le territoire de la Loire-Atlantique. Enfin, sur les responsabilités sociétales, effectivement, vous parliez des entreprises à mission issues de la loi Pacte. Donc là, on peut citer la CAMIF, qui est un groupe national, avec son PDG Emery Jacquilla qui est très impliqué effectivement et qui a souhaité faire de son entreprise une entreprise à mission. Et puis, peut-être en plus local, le mouvement des DRO, dirigeants responsables de l'Ouest, qui regroupe beaucoup de dirigeants du Grand Ouest et qui est très impliqué sur ces questions-là, et sur comment notamment apporter un objet social d'intérêt général donc à son entreprise. Et je sais que c'est leur thème de travail de cette année, donc ils sont vraiment très intéressés par le sujet. Voilà, il est temps que je passe la main, excusez-moi. Je vais proposer à Danielle Cornet de nous rejoindre. Danielle Cornet qui est maire de Pontchâteau et conseillère départementale. Madame Cornet, si vous pouviez nous rejoindre, est-ce que il faut peut-être que je vous laisse la main pour nous rejoindre. J'arrive, je vous cherche parmi les 50 participants. Stéphane, comme vous êtes co-administrateur, si vous trouvez Mme Cornet… Je crois qu'elle est là, sa vidéo est allumée. Vous êtes là. Eh bien, écoutez, je vous laisse la main pour nous en dire plus sur l'implication de Pontchâteau sur le territoire zéro chômeur de longue durée. D'accord. Écoutez, merci Stéphanie, merci de m'avoir associée à cette webinaire. Je l'ai trouvé vraiment très intéressante. Alors très vite, qui nous sommes? Eh bien, nous sommes une petite commune qui avons passé les 10 000 habitants et nous sommes situés en proximité du bassin d'emploi de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Donc Saint-Nazaire qui, vous le savez,
à donc les fleurons industriels aéronautiques et navals, et puis un satellite de sous-traitance autour de ces fleurons industriels importants. Nous sommes situés entre Nantes et Vannes, à égale distance de l'un et de l'autre. Nous avons, enfin, en tout cas, j'ai pris l'engagement, quand nous sommes arrivés en responsabilité, de pouvoir apporter une pierre à l'édifice concernant les personnes en difficulté ou marginalisées. Ce que j'ai constaté dans les groupes de travail tels que les commissions locales d'insertion, qui sont celles où on discute des situations difficiles pour les personnes bénéficiaires du RSA, j'ai constaté que les dispositifs actionnés et combinés entre eux ne marchaient pas toujours, ou ne marchaient pas, et pour des situations en blocage. Et donc, nous avons lancé notre candidature conjointe, département et ville de Pontchâteau, dans l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, parce que ça m'a semblé là peut-être être une clé, une issue, d'approcher la question de la privation d'emploi différemment. Donc, l'idée ici, c'est de travailler en mode projet. Ce que nous avons fait, nous avons construit un comité local qui est composé d'une grande diversité de partenaires. Il y a donc les associations intermédiaires, il y a les personnes privées d'emploi elles-mêmes, il y a des chefs d'entreprise, il y a les collectivités territoriales locales, la communauté de communes est représentée, la directe aussi pour l'État est représentée, Pôle emploi est représenté, et puis la ville de Pontchâteau qui anime le comité local. Nous avons aussi le renfort d'une coordinatrice, d'une chargée de mission dont nous avons assuré la prise en charge du salaire à part égale entre le département et la ville de Pontchâteau. Et puis, nous avons engagé ce travail à partir d'avril 2017. Le principe du territoire zéro chômeur de longue durée, tout d'abord, c'est pas un dispositif, c'est un projet local qui va essayer d'apporter à toute personne privée durablement d'emploi une activité, un vrai emploi à part entière, puisque c'est un contrat à durée indéterminée. Alors du coup, on part pas de la logique habituelle avec un CV et le dernier emploi occupé ou la formation, mais on part de ce que les personnes ont envie de faire ou peuvent faire à temps choisi. Et donc ça nous a amené à mener un travail sur le terrain à partir de ces personnes, pour mobiliser ces personnes durablement privées d'emploi d'une part, les mobiliser, les intéresser à la démarche et les emmener dans le projet, et puis à mobiliser aussi les acteurs locaux, tout partenaire potentiel, tout contributeur potentiel d'idées d'activités à partir d'un besoin exprimé et qui ne serait pas couvert. Donc, ça part des citoyens, ça part des entreprises, ça part des artisans, ça part même de la ville, hein, qui peut avoir aussi des besoins non couverts et qui pourrait apporter des activités à l'entreprise à but d'emploi. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a réussi ce consensus local. On a mobilisé aussi et des activités, des idées d'activités émergent. Au niveau national, on a eu la bonne nouvelle il y a quelques jours, c'est que les députés ont donc déposé une proposition de loi en faveur d'un second fonds d'expérimentation. Il y a actuellement 10 territoires en expérience qui sont partis en 2017 après le vote également à l'unanimité du premier fonds d'expérimentation en 2016. Ces 10 territoires sont en expérimentation et les retours sont positifs. Le second fonds d'expérimentation permettrait à d'autres territoires de poser leur candidature. Alors, c'est tout ce que nous espérons ici localement, c'est de pouvoir très prochainement déposer la candidature. Pour franchir une étape supplémentaire, on a recruté un chargé de mission, peut-être le futur directeur de l'entreprise à but d'emploi, pour travailler sur la préfiguration de l'entreprise, commencer à monter le business plan et voir ce que l'on peut
ce que l'on peut dégager au niveau gestion, équilibre, à partir des activités qu'on aura identifiées. Alors, le fonds d'expérimentation, il faut expliquer rapidement, c'est un fonds versé par l'État à toute personne privée d'emploi à hauteur de 18 000 € par équivalent temps plein et par an. Et nous avons pour mission d'essayer de compléter par le chiffre d'affaires généré par les activités au sein de l'entreprise, de compléter les fonds nécessaires à l'équilibre de l'entreprise. Ces fonds, on a constaté par l'expérience qu'il vaut mieux rediriger, rerouter toutes les aides vers plutôt un vrai salaire et encourager la reprise d'activité que de maintenir des personnes dans des dispositifs avec des plafonds de ceci et de cela. Donc tous ces fonds, ces dépenses aussi où les charges induites sont redirigées vers ce fonds, et donc on doit pouvoir prouver que localement on a réussi à donc créer de la valeur ajoutée, recréer des activités qui vont servir et couvrir des besoins locaux, et puis offrir et déboucher sur un poste, un vrai travail pour chaque personne privée d'emploi. Ce que j'ai pu constater depuis 2017, c'est que pour les personnes privées d'emploi, faire partir d'un projet, ça change tout. Elles sont identifiées maintenant. Quand on se croise dans la rue, on traverse, on demande comment ça va. Elles font partie d'un projet, elles sont plus derrière un guichet à répondre de leurs droits. Et c'est complètement différent. Il y a des personnes qui se sont déjà restaurées rien que parce qu'elles font de nouveau partie, qu'elles sont associées à la vie locale, qu'elles sont associées aux côtés donc des membres de ce comité local à part entière. Et ça a changé fondamentalement les choses. Donc j'espère que dans les prochains mois, eh bien, on va pouvoir officialiser et démarrer cette entreprise à but d'emploi, c'est-à-dire une entreprise en fait de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je ne sais pas si ce que j'ai pu dire vous a éclairé. Je vais m'arrêter là, peut-être que vous avez des questions. Très bien, Madame Cornet. Merci beaucoup pour votre intervention. On vous souhaite une pleine réussite dans ce projet assez extraordinaire dans lequel vous vous engagez, pour l'avoir suivi de près dans d'autres communes. Et puis surtout, beaucoup de plaisir, parce que je pense qu'effectivement, c'est un projet qui a des résultats vraiment visibles et très rapides. Oui. Il n'y a pas de questions. Après, il y aura une petite séquence de questions à l'issue de cette séquence. Peut-être Marie Brazo qui va maintenant prendre la parole. Voilà, pardon. Marie, qui est donc chargée de mission participation citoyenne à la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres et qui est également animatrice du conseil de développement du même territoire, et qui vient nous parler du programme TESS, Transition énergétique et sociétale. Peut-être avant de démarrer, Marie, je vais essayer de lancer le petit film que voilà, en espérant que ça fonctionne. N'hésitez pas à me faire savoir si ça ne marche pas, pour introduire tes propos. Très bien. Sophie, j'ai tombé sur ce livre, L'Étoile de la commune, il y a 30 ans. Oui, et alors? C'est incroyable. À l'époque, la société était très clivée. La plupart des élus n'avaient pas vraiment conscience.
Ah, on me dit qu'il n'y a pas de son, c'est ça? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de son. On l'a Oui. eu au début et on l'a plus au milieu et à la fin. D'accord. Bon, écoutez, on va laisser tomber parce que je vois l'heure qui tourne et effectivement, l'idée, c'était vraiment de terminer à 18h30. Je vous enverrai le lien par ailleurs. C'est dommage parce que c'était vraiment un bon petit film pour introduire les propos de Marie. Marie, dans ces cas-là, je te laisse peut-être nous en dire plus sur comment Erdrejev est impliqué dans ce programme. Oui, très bien. Erdrejev, c'est la communauté de communes d'Erdrejev qui a intégré le programme Transition énergétique et sociétale des Pays de la Loire en 2018. Donc, c'est un programme partenarial d'action recherche. Donc, on n'est pas sur de la recherche pure, mais on part du terrain et on est accompagné aussi par des chercheurs. Dedans, il y a une trentaine d'organisations qui sont engagées, des acteurs publics, privés, associatifs, des Pays de la Loire, comme la région, le département, l'ADEME, des syndicats de réseau, Enedis, des chambres consulaires, des associations comme Énergie citoyenne en Pays de la Loire ou des organismes de formation comme le CNAM, mais aussi donc des chercheurs à côté. Donc le programme TESS, comme tu le disais Stéphanie, a 4 territoires d'expérimentation: la communauté de communes du pays de Pouzauges, la communauté d'agglomération du pays de Redon, l'Île-Dieu et la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres. Donc en fait, l'hypothèse du programme, hein, c'est de se dire que pour arriver à réduire la consommation, développer la part d'énergie renouvelable et changer les modes de vie, il faut être sur de la coopération. Donc le programme vise à expérimenter des coopérations sur les territoires et à accélérer les changements de mode de vie. Donc concrètement, ça se passe comment? Bien, en fait, on a constitué un comité qui rassemble des partenaires du programme qui viennent sur notre territoire, également des acteurs du territoire, dont le Conseil de développement, qui est un acteur très important du programme, qui est une association de citoyens, également les élus, les services, le club d'entreprise du territoire, l'AFD-CIVAM qui représente des agriculteurs, enfin qui travaille avec des agriculteurs. Enfin voilà, un ensemble de partenaires qui sont sur le territoire et on cherche à se mettre en relation parce que la coopération, c'est une question de qualité relationnelle. Donc déjà, bien se connaître les uns et les autres, enlever nos postures de techniciens ou d'élus ou de chefs d'entreprise pour coopérer ensemble. Donc, nous, moi, je vais parler plutôt du conseil de développement, enfin une entrée conseil de développement parce que je suis animatrice du conseil et je disais, c'est un acteur fort pour faire du lien avec les habitants et les acteurs du territoire. Donc, nous, on a participé, par exemple, au repérage des porteurs d'initiatives sur le territoire. On favorise leur mise en lien. Également, on essaye de les mettre en lien avec les services, de les mobiliser sur les politiques publiques, c'est-à-dire que quand il y a la stratégie développement durable qui s'est établie, on a mobilisé tous les acteurs, les porteurs de projets qu'on avait repérés sur les ateliers pour co-construire la stratégie. On est en train de créer tous ensemble là, un réseau d'appui aux porteurs de projets. Donc, ça s'appellera la Fabrique du territoire qui réunit je l'ai dit, un club d'entreprise, l'ensemble des acteurs que j'ai déjà cités, pour aider les porteurs de projets dans leurs difficultés qu'ils peuvent rencontrer, qui ne sont pas forcément financières. Et il suffit parfois juste de mettre du lien et de réinterroger leur projet aussi sous l'angle transition. Apporter de l'expertise ou peut-être des fonds, parce qu'il y a aussi un projet de créer une fondation multi-fonds, enfin privé, public, citoyen, pour aider ces projets-là. Également, on essaye de développer les tiers-lieux qui sont actuellement en phase d'émergence sur plusieurs communes. Au développement de coopération entre entreprises et acteurs publics sur des zones d'activité, par exemple sur la gestion des déchets, la mobilité. Donc en fait, le programme, concrètement, c'est d'abord travailler nos relations personnelles, articuler les différentes échelles d'action,
c'est-à-dire entre la commune, l'interco, les politiques régionales, étatiques. C'est donc mobiliser les citoyens sur ces politiques publiques, faire du lien. Et en fait, on a une communauté de communes qui se pose de plus en plus comme animateur des actions, pas forcément comme pourvoyeuse de services, et le conseil de développement qui est là pour faciliter les échanges, repérer et mettre en lien. Donc tout à l'heure, je sais plus, j'ai oublié le nom, mais on a parlé de Lausanne Goël, il est territoire en transition, qui travaillait sur la gouvernance, le rôle du leadership, la mise en récit. On est aussi là-dessus. Donc en fait, c'est un programme d'action recherche où on essaye de capitaliser ce qu'on fait concrètement sur le territoire et de un peu théoriser pour pouvoir le reproduire ailleurs, les confronter à d'autres territoires qui sont aussi en transition. En sachant que l'unité de travail, elle est sur un territoire intercommunal, puisque les politiques publiques sont de plus en plus délocalisées sur les territoires intercommunaux. Voilà. Juste, pour finaliser, juste sur l'enjeu aujourd'hui, il est bien d'accompagner aussi les plus fragiles face à la crise énergétique et sociétale et aux différentes crises qui sont derrière nous et qui sont sans doute à venir devant nous aussi. Voilà. Très bien, merci Marie. Est-ce que l'IMT Atlantique recherche de nouveaux candidats pour participer au programme TESS, auquel cas on a avec nous plus de 40 personnes qui pourraient être des candidats intéressants des territoires du département pour candidater? C'est une question. Alors effectivement, je pense qu'ils sont en train de chercher un nouveau territoire. Peut-être l'occasion de faire un appel à candidature. Voilà. Et puis, on peut aussi échanger entre territoires parce qu'on a un principe aussi d'essaimer. On a cette chance, nous, d'avoir ce programme c'est vraiment une chance pour le territoire parce qu'on a plein d'acteurs qui sont au chevet de notre territoire. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de pouvoir partager ce qu'on découvre, ce qu'on fait en marchant. Et voilà. Très bien. Peut-être une question de Madame Nemery qui pose la question de l'accessibilité de tous vos travaux et des expériences. Est-ce qu'on peut retrouver ça dans un endroit? Oui, alors le programme est piloté par le Collège des transitions sociétales, qui a un site, qui est une association en fait, qui émerge de l'IMT Atlantique, qui est dirigée par Bernard Lemout et coordonnée par Samuel Aubin, qui est sociologue. Et tous les éléments sont sur leur site. Alors, il faudra que je recherche l'adresse exacte, mais je peux… Marie, si tu peux nous le mettre dans le chat à droite, à tous. Oui, quand je le retrouve, je vous le donne, d'accord? Très bien. Il y a l'ensemble des éléments qui sont le rapport annuel d'activité, etc. Bon, et écoutez, merci Marie en tous les cas. Je vais conclure ce webinaire pour vous remercier encore tous de votre participation. C'est un exercice périlleux, c'était une première pour Imaginez-la. Voilà, donc merci de votre indulgence. Je vous invite à répondre au petit questionnaire qui vous sera adressé dans un quart d'heure et de dire un peu ce que vous en avez pensé. Il y aura également le lien vers la présentation. Voilà, écoutez, en espérant vous retrouver très prochainement et en direct cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne soirée et un très bon été à tous et de bonnes vacances pour ceux qui en prennent.